Bon, maintenant, on va avoir une présentation de Laurent sur le sujet. Je vous demande de bien l'accueillir pendant la soirée. Et aussi, n'hésitez pas à demander à Jérémy du café ou du thé. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir. On a eu un mois d'avril assez calme sur les semaines de l'attention, mais ce soir, pour la dernière soirée, on est assez nombreux. Je suis désolé pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. J'espère que vous n'avez pas senti trop négligé. On a fait attention à vous. Voilà. Alors, ce soir, on réfléchit sur la société d'attention. Bon, c'est une société qui, normalement, investit beaucoup dans la formation et la responsabilisation de tous ses membres, afin qu'ils puissent pleinement développer leurs talents et capacités. C'est vrai qu'ici, en Occident, on est tellement habitué à ce que tout est si balisé ici. Encore que si vous allez au Japon, vous verrez une société encore beaucoup plus développée que la nôtre. Le citoyen est tellement pris en charge au Japon, presque trop, parce que étouffant. Et je crois qu'à cette table, certains d'entre vous ont dit qu'ils viennent de sociétés plus conviviales. Donc c'est le paradoxe, c'est qu'ici, la société fait tellement attention aux gens dans un certain sens, mais il y a aussi beaucoup de froideur en fait. C'est-à-dire il y a tout le monde a la sécurité sociale, la retraite. Enfin, certains sont exclus, mais on a tous un numéro, on est tous bien fichés, etc. On fait attention à nous. Mais parfois, on a un peu l'impression d'être des pions dans une société un petit peu anonyme. Bon, ici, c'est un quartier de Paris qui est quand même convivial, une sorte de petit village. Les gens se connaissent assez bien. Nous-mêmes, depuis qu'on est ici, depuis 2 ans, on a créé d'assez bonnes relations dans le quartier. Mais il y a des quartiers où les gens vraiment sont un peu négligents les uns vis-à-vis des autres. Alors, ce qu'on voudrait, c'est une société qui nous informe, qui nous protège, et qui veille sur les gens, qui veille à certaines choses, mais qui évite aussi de trop surveiller. Parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus dans des sociétés de surveillance extrême, anonyme d'ailleurs, il y a des caméras partout, on est sans cesse contrôlé, et parfois on se sent plus surveillé qu'autre chose. Alors, ce soir, on va essayer de voir le juste équilibre. Souvent, on se sent un individu isolé dans la masse, et on est sans cesse, disons, stimulé par l'agitation, par des faits divers, par le spectacle. Je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais parfois vous êtes chez vous, vous allumez la télévision, vous zappez les programmes. En fait, il y a un tas de choses qui se bousculent, et finalement, vous vous sentez assez vide. Et si on se laisse aller, on éprouve une curiosité pour la société, mais qui est plutôt malsaine. On s'intéresse vraiment aux faits divers, aux trucs sensationnels. Si une personne se laisse aller, bon, c'est fou le temps qu'elle peut passer pour des riens, finalement. Écouter des tas de choses qui ne la concernent pas. Alors, l'attention dont nous voulons parler, c'est plutôt que le corps social suscite notre adhésion, nous demande notre avis, essaye vraiment de nous intéresser. Et quand on a une attention saine et responsable, on s'implique. Par exemple, ce soir, ici, vous êtes tous invités à vous exprimer. Même si vous ne connaissez pas les gens, tout le monde est invité à prendre la parole. Et c'est ce genre d'attention qu'on essaye de susciter. Alors, justement, j'ai lu un blog d'un quelqu'un qui s'appelle Cyril Franck, et je crois qu'il analyse assez bien cette surattention. Il dit avoir une conversation en société, être intéressant, drôle, original, est devenu un impératif social pour exister. Alors pour ce faire, il faut alimenter la machine, on se tient de plus en plus au courant pour avoir des choses à raconter, on visite des expos, on va au ciné, on fait du bricolage, de la déco, pour témoigner de sa créativité. En réalité, la motivation et la finalité sont très souvent sociales. Il faut capter l'attention des autres, denrées de plus en plus rares. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la mode de la télé-réalité. Les gens s'exposent finalement dans leur intimité. Et en fait, ça montre un trouble de l'attention. C'est quand même assez pathologique de vouloir que des caméras vous montrent aux toilettes, dans votre salle de bain ou partout. Il y a quelque chose de vraiment débile là-dedans, quoi.
Mais curieusement, ces programmes ont fasciné les gens dans beaucoup de cultures, alors même que très souvent, on ne fait même pas attention à notre voisin de palier, quoi. C'est ça qui est un peu curieux, cet exhibitionnisme. Alors, mus par ce besoin constant de valorisation sociale, nous sommes dans l'agir permanent, pris d'un activisme forcené. Il faut toujours faire quelque chose, travailler, lire, regarder la télé, manger, dormir. La non-action, la contemplation est disqualifiée. Et Cyril Franck parle d'un affairement constant. Donc nous sommes dans une société qui va très très vite, où les stimulations sont permanentes. Et donc il y a surtout de plus en plus maintenant l'information en boucle. Avant c'était les radios, France Info, et maintenant il y a BFM. Donc vous pouvez vous droguer d'actualité. Il y a des gens qui sont vraiment à fond là-dedans, quoi, sans cesse suspendus au poste, pour ne pas manquer le dénouement, par exemple, de l'affaire Mera à Toulouse, suspendu à la télévision. Oui. Et en fait, c'est quasiment comme une drogue. Une fois qu'on est parti là-dedans, on ne peut plus décrocher. Et en réalité, ces actualités brûlantes se chassent les unes les autres. Sur le coup, on se dit, ah là, c'est la fin du monde. Et puis après, on se dit, bon, regardez toutes les catastrophes qui se sont passées depuis quelques mois. On oublie si vite, en fait. Tout simplement parce que, qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous écoutez ça, mais vous n'êtes pas présent. Et aussi, on est souvent dans un monde de sensations éphémères, d'affairement constant. C'est parce qu'en fait, l'être humain, au départ, ne demande pas mieux que de s'intéresser. Et l'être humain est naturellement porté à donner toute son attention, mais bien sûr à des choses intéressantes, réellement stimulantes. Et dans les principes de l'unification, on dit que ça vient de notre cœur. On dit même que c'est irrépressible. Nous ne pouvons pas contrôler notre désir de nous intéresser à quelque chose. On dit que le cœur, c'est l'élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. On ne peut jamais faire le vide. On est sans cesse à la recherche de stimulations intéressantes. Mais idéalement, ça doit être actif. Notre cœur doit savoir ce qu'il veut, diriger notre intellect vers pas simplement des informations, mais de véritable nourriture intellectuelle, diriger l'émotion, diriger la volonté. Et on devrait, dans une société qui arrive à sensibiliser intelligemment. Il y a à la télévision des reportages où il y a beaucoup d'émotions, mais ce n'est pas une émotion superficielle. Il faut vraiment développer le goût, une certaine sensibilité. Il y a aussi des programmes qui cherchent à conscientiser, à éduquer, et je dirais à responsabiliser. Et donc ça, c'est le contraire de cette saturation, vraiment cette agitation permanente. Malheureusement, beaucoup des programmes les meilleurs sont reportés tard le soir, parce que finalement, on s'est habitué à cette idée que les masses ont besoin de spectacles. Plus personne, finalement, n'ose aller contre cela. Et donc, la commercialisation est extrême, la publicité aussi aux 20h. Et c'est dommage parce que plus on habitue les gens de cette façon, plus on va fabriquer des personnes finalement assez moutonnières, qui répètent tout le temps les mêmes choses, avec assez peu d'originalité. Alors, ici, à Parole donnée, on essaye chaque mercredi d'organiser des soirées où nous essayons d'éveiller notre cœur. Donc, l'amour vrai motive notre intelligence à rechercher la vérité des choses, l'émotion à rechercher la beauté et la volonté à chercher le bien, tout cela en vue de la joie. Le salaire d'une vie attentive, même si au départ c'est difficile d'être attentif aux autres, ça demande des efforts, ce sont des joies de plus en plus grandes. Une fois qu'on a commencé à goûter à cette joie, on ne peut plus s'en passer. Je pense que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont jamais eu l'occasion de véritable joie dans leur vie, de moments où elles sont vraiment comblées parce qu'elles ont investi tout leur cœur dans quelque chose. Alors ce soir, je voudrais attirer votre attention sur la notion de présence. Être présent, ça veut dire être pleinement là. Aussi, le mot présent, ça veut dire être un cadeau. Et ce qui manque
de plus en plus dans notre société, c'est des gens qui soient vraiment présents. La dernière fois, on avait parlé des 3 grands bulles de la vie, savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire. Et on est de plus en plus, on nous demande d'être présent et réactif. Mais ce soir, on va un tout petit peu parler du fait d'écouter sa conscience et de ressentir la présence de Dieu en soi. Et aussi la présence de l'amour dans la famille. Je vous recommande un site très beau sur lequel je suis tombé ce soir, ça s'appelle La Présence, tout simplement. Et sur ce site, on dit ceci: la présence est une voie de connaissance et de réalisation de soi. Elle débute par le développement de l'attention à soi-même dans le moment présent. Cette présence et cette ouverture à soi nous ramènent à notre dimension de pure conscience, silencieuse, au-delà des pensées. C'est vrai que c'est devenu difficile dans la société actuelle d'arriver à avoir des pensées qui viennent du plus profond de votre cœur. Finalement, nous sommes de moins en moins habitués à écouter la voix intérieure. Nous sommes pleins de bruit, d'opinions, de toutes sortes d'idées qui se sont fourrées en nous. Et il faut parfois faire un énorme effort pour arriver à savoir exactement, mais qu'est-ce que moi je pense? Non pas ce qu'on m'a inculqué, mais des pensées vraiment vivantes qui viennent, dont je suis sûr qu'elles viennent de moi. Alors, ici je dois saluer Françoise quand même, qui est poète. Parfois je te brime et je te demande de faire court. Mais toi tu écoutes ta voix intérieure, tu es une originale en fait. Oui. Alors, donc ce site continue en disant: nous apprenons à vivre de plus en plus en présence de notre vie intérieure, nos différentes relations et nos actions dans le monde. En la retrouvant, nous retrouvons simultanément notre joie d'être et d'agir. Cette présence en nous rayonne, transformant et clarifiant progressivement toutes les couches de notre réalité. Pratiquer la présence ensemble, et chacun d'entre nous dans notre quotidien, est un art de vivre qui nous permet de grandir en sagesse, en amour et en expression créatrice. Donc c'est très important d'arriver à établir cette présence en nous, et à prendre le temps d'écouter notre cœur. Alors, dans le passé, beaucoup de gens se sont interrogés sur la façon dont une personne devient de plus en plus présente à elle-même. Tous ceux qui se sont intéressés au développement de l'être humain, Jean Piaget par exemple, il a essayé de comprendre le développement intellectuel. Comment l'être humain développe sa curiosité intellectuelle, non pas en étant bourré d'informations, mais en allant chercher lui-même exactement ce dont il a besoin. On voit que maintenant de plus en plus de gens vont à l'université, mais souvent n'ont pas de méthode. Donc il y a une boulimie d'informations, de lire un tas d'ouvrages, etc. Alors que la personne elle-même devrait passer plus de temps à réfléchir, à développer son appareil cognitif. Erik Erikson s'est beaucoup intéressé au développement psychologique et affectif, je vais y revenir. Laurence Kohlberg au développement moral. Avoir un jugement profond et mûr sur le bien et le mal. Savoir exactement où on se situe. Et James Fowler est quelqu'un qui s'est intéressé au développement spirituel. Je vous rappelle aussi cette notion très importante de Gary Becker, prix Nobel d'économie. Il parle du capital humain, il dit que ce sont les talents, l'éducation, la santé, la formation des individus. On parle de capital car les talents ou l'éducation font partie intégrante de nous et durent longtemps. Il n'y a pas de croissance sans une bonne base de capital humain. Bien se servir du capital de sa population, c'est ce qui fait la réussite d'une nation. Effectivement, il faut reconnaître qu'il y a des sociétés qui n'arrivent pas à mobiliser le capital de leurs citoyens. Ça, c'est tragique. Je pense qu'au moins, on peut reconnaître que la France est un des pays où, malgré tout, il y a, pour les gens qui veulent vraiment s'en sortir, il y a tellement de moyens, je dirais, d'y arriver. Mais il y a des pays où, malheureusement, cette attention n'est pas là. La scolarisation est faible, il y a une insécurité générale, ce qui fait que les meilleurs talents s'expatrient. Ils ne peuvent plus supporter de rester dans un pays où ils ne seront jamais reconnus
et donc, quitte à quitter leur famille, leurs proches, ils préfèrent vendre leur capital humain dans des sociétés où ils seront reconnus. C'est triste pour les sociétés qu'ils quittent. C'est souvent un bienfait pour nous, mais qu'on ne sait pas toujours apprécier à sa juste valeur. L'autre jour, on avait parlé un tout petit peu du sentier octuple dans le bouddhisme. Et en fait, le bouddhisme nous dit qu'il faut développer l'attention juste, et en coopération avec d'autres éléments, la contemplation juste, la vision juste, la pensée juste, le mode de vie juste, la parole juste, l'action juste et l'effort juste. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes en Occident sont attirées par le bouddhisme, parce que c'est justement une façon pour les gens de devenir beaucoup plus présents à eux-mêmes, d'arriver à faire le vide, à se concentrer, et à mener une vie beaucoup plus authentique. Il faut pouvoir faire retraite, oublier les quantités d'informations qu'on a ingurgitées, se débarrasser de tout ce bruit, de toutes ces rumeurs, et arriver à vraiment des pensées qui soient pures, qui viennent vraiment de l'intérieur de la personne. Or, ce sont les personnes qui font cet effort qui finalement attireront le plus l'attention, finalement. Quand on fait ce travail sur soi-même, au bout du compte, c'est cela le vrai charisme. Les gens qui ont des diplômes, qui font des discours à n'en plus finir, etc., finissent par lasser. Au début, bon, ça impressionne, ça fascine, mais ce sont rarement ces personnes-là qui marquent. En réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intérieur qui marque une société. Alors justement, concernant la présence, Emmanuel Swedenborg disait « La conscience est la présence de Dieu dans l'homme ». Et ça aussi, c'est irremplaçable. Notre conscience ne peut pas être remplie d'une autre présence que celle du divin. Et si une personne ne peut pas accueillir la présence de Dieu, il y a toujours le risque de devenir idolâtre. Nous sommes dans une société d'idolâtrie où nous vénérons des stars, des systèmes, des choses comme ça qui sont passagers, parce que l'être humain a besoin de transcendance, d'adorer quelque chose et de sentir aussi l'amour. Donc certaines personnes finalement sont fascinées par des stars de cinéma, par des gens très brillants, faute d'arriver à adorer Dieu ou quelque chose de divin. André Frossard aussi disait quelque chose d'intéressant. Passerait-on 1 millier de siècles en présence de Dieu, qu'on ne le verrait jamais que pour la première fois? Il parle finalement d'une attention qui ne se lasse pas, d'une curiosité qui n'est jamais satisfaite. Alors selon les principes de l'unification, nous cultivons cette présence en développant notre personne spirituelle et en accueillant des éléments de vie venant de Dieu, mais ça ne peut pas suffire pour se développer. Il faut aussi que la personne physique, notre corps, nous amène des éléments de vitalité. Ce sont toutes les bonnes actions que nous faisons. Parce qu'il arrive aussi que des personnes se nourrissent spirituellement, c'est-à-dire étudient des textes, des bonnes pensées, lisent des textes sacrés. Bon, c'est une présence du divin en soi, c'est une voix qui compte. Toutefois, si vous ne le mettez pas en pratique, il n'en reste rien. Ça vient s'ajouter à une multitude d'autres informations qui sont là. Et ça explique que dans le monde actuel, il y ait effectivement des îlots de spiritualité, ça surnage. Les gens, leur chapelle, vont dans des églises ou des cultes, etc. Mais en réalité, on s'aperçoit que beaucoup de ces messages spirituels ont peu d'impact. Ce sont comme des slogans qui sont brandis, et aussi comme la mauvaise conscience de la société. Ce qu'il faut pour développer cette présence, c'est arriver à mettre en pratique, à vraiment retrouver l'intelligence des textes sacrés, ce qu'ils veulent vraiment dire, les incarner pour de bon. Et on peut voir, là, il y a parfois dans des situations où les gens apportent vraiment une présence spirituelle. Ils ne vont pas forcément
résoudre tous les problèmes, trouver les solutions, mais ils sont là et leur regard, leur compassion touche. Récemment, il y avait, j'ai vu un film sur le pape Jean-Paul II. C'est un film de fiction, et donc on voit un acteur qui joue le pape. Et très souvent, on voit que ce pape ne savait pas toujours quoi dire aux gens. Il était parfois pris au dépourvu par des souffrances extrêmes. On le voit à un moment donné, il est en Afrique, il voit des choses absolument atroces. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Mais même là, les gens étaient touchés par sa présence. Ils ne lui demandaient pas en fait de trouver des solutions immédiates. Mais beaucoup de personnes, même qui n'étaient pas du tout catholiques, qui n'avaient même pas beaucoup de respect pour l'Église catholique, étaient extrêmement touchés par la présence de ce pape, par le rayonnement qui était en lui. Et en fait, sa simple présence suffisait, je pense, à les réconforter. Alors, je parle de ce pape, mais je pense qu'il y a d'autres leaders spirituels qui ont le même impact, si vous voulez. Alors, ensuite, je voudrais parler de la famille et la présence de l'amour. Gary Becker, ce prix Nobel d'économie, dit « D'où vient le capital humain? Il faut commencer par la famille. C'est le fondement d'une bonne société et de la réussite économique. Pour comprendre le capital humain, il faut revenir à la famille, car ce sont les familles qui se soucient de leurs enfants et essayent de leur transmettre une éducation et des valeurs. Inculquer des valeurs se fait avant tout dans les familles. » Et finalement, on s'aperçoit que c'est dans la famille que l'on ressent plus ou moins cette présence. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sentent pas vraiment la présence des parents au foyer. En fait, si vous regardez bien, il y a tellement de foyers en France où les enfants reviennent de l'école et leur seul éducateur, c'est la télévision. Les parents rentrent tard le soir. Il n'y a pas beaucoup de conversations pendant les repas. Et finalement, le foyer, c'est une collection d'individus qui ne se connaissent pas tellement. Il y a actuellement une pièce qui passe à Paris, qui s'appelle Le Fils. Justement, je voyais ça ce midi, ils en parlaient à la télévision. C'est une pièce où des parents âgés retrouvent un fils qu'ils n'ont pas vu depuis 6 mois. Et qui montre la gêne très profonde dans les relations entre parents et enfants, quoi. Et le metteur en scène a insisté pour que cette pièce soit meublée de silences extrêmement gênants. Même pour les comédiens, c'est difficile à jouer. Parce que d'habitude, les comédiens, ils sont dans la réplique, dans l'éloquence. Mais c'est une pièce où finalement, les comédiens doivent se forcer à rester silencieux de longues secondes. Et il paraît que même pour le public, c'est très très pesant. Parce que ça montre l'état de grande solitude qui existe dans notre société. En fait, quand c'est au théâtre, ça gêne encore plus. Mais c'est une pièce qui est, je pense, intéressante parce que finalement, il y a beaucoup plus de difficultés relationnelles qu'on ne pense dans les familles, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Alors, cette présence dans le foyer, le fait que le mari et la femme soient présents l'un à l'autre, que les parents soient présents pour leurs enfants, que les frères et sœurs soient présents les uns pour les autres, ce sont des choses irremplaçables. Et je voudrais vous dire quelques citations. L'amour, c'est la présence, le face-à-face. Rien ne transforme une maison comme la présence d'une femme charmante. C'est beau ça. L'amitié ne rend pas le malheur plus léger, mais en se faisant présence et dévouement, elle permet d'en partager le poids et ouvre les portes de l'apaisement. Alors, certaines études ont essayé de mieux montrer l'impact des familles, en particulier ce centre, Joint Center for Poverty Research, il parlait des 5 S, ce que les familles doivent apporter pour le développement de leurs enfants: la sécurité, la stimulation, le soutien socio-émotionnel, une structure et une surveillance. Donc ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Et ça veut dire que aussi, dans une famille, il doit y avoir une certaine mise en scène. Les parents doivent créer une dynamique quotidienne, hebdomadaire, mensuelle dans leur famille. Des familles où il n'y a pas de projet, finalement, on vit un peu au jour le jour, il n'y a pas vraiment d'idéal.
les week-ends se succèdent sans qu'il y ait vraiment quelque chose de particulier. Finalement, une gêne va s'installer. Au bout d'un certain temps, vous avez envie de quitter cette famille, vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise. Donc c'est très important, lorsqu'on construit une famille, d'avoir un but, un idéal, d'organiser, de faire en sorte qu'il se passe toujours quelque chose au foyer. Alors, ces dernières années, il y a une nouvelle discipline qui s'est développée dans certaines universités anglo-saxonnes, qui s'appelle le développement humain et les études familiales. Et on essaye de suivre le développement affectif de l'être humain sur toute la vie, de l'enfance jusqu'au grand âge. Et ils essayent de voir finalement pourquoi certaines personnes échouent sur le plan affectif. Vraiment ont une faible capacité de se marier, d'avoir des enfants et de créer une famille durable. Parce que finalement, de plus en plus de familles sont instables. Il y a une culture du divorce qui est générale. Les gens ont pratiquement intégré l'idée que leur famille sera fragile. Et plus la famille est fragilisée, moins il y aura de présence dans la société. Parce que des gens qui sont fragilisés affectivement seront pris au dépourvu, ne sauront pas quoi faire face à d'autres détresses. Si on veut avoir plus de présence dans la société, il faut des gens qui soient vraiment solides affectivement, dans la relation conjugale, dans leur vie, dans leur rôle de parents, etc., de frères et sœurs. Sinon, vous êtes pris au dépourvu. Vous avez beau avoir des diplômes, de l'argent, vous n'avez pas cette présence qui change les choses. Moi, je vois dans le quartier où j'habite, en banlieue, finalement, les gens les plus présents sont des gens très simples, sans beaucoup d'éducation. Ce pas des gens qui ont fait des diplômes, c'est souvent des gens qui viennent justement de familles qui étaient épanouies, qui étaient heureuses. Par exemple, l'une des personnes avec lesquelles je parle le plus dans mon quartier, c'est un ancien gardien d'immeuble, un monsieur algérien. Tout le monde le respecte dans le quartier. C'est une personne qui a vraiment une présence très très forte. Il a beaucoup d'amis dans le quartier. Et lui-même, il a envoyé tous ses enfants à l'université. Il touche aussi les gens parce que l'un de ses enfants est mongolien. Et les 5 autres enfants sont à l'université. Mais je vois aussi combien lui et son épouse ont pris soin de ce petit dernier. Et en fait, il est très fier de son fils handicapé. Oui, c'est ça, trisomique. Oui, oui. Et donc, ce monsieur me touche beaucoup parce que dans le quartier où j'habite, où il y a quand même il y a de la drogue, il y a des tas de problèmes, etc., ce monsieur a vraiment une présence incroyable. Je dirais c'est un peu l'âme du quartier, quoi. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça. Alors, c'est justement le plus important pour développer une société d'attention, c'est l'effort en vue de la famille. Ça prend énormément de temps de stimuler le développement affectif de l'être humain. Quand on voit le temps qui est passé à acquérir des diplômes, l'investissement de la société pour la formation des ingénieurs, des cadres, mais la pauvreté de l'éducation, de la préparation au mariage, on dit c'est fou en fait. C'est-à-dire qu'on fait tellement d'efforts pour fabriquer des gens effectivement très doués, très diplômés, mais également très fragiles sur le plan affectif. Et il est vraiment temps d'arriver de nouveau à cette attention aux relations affectives. Du reste, il y a de plus en plus de gens qui fréquentent ce qu'on appelle les écoles de parents. Dans beaucoup de villes maintenant, les gens prennent des cours pour savoir comment s'occuper d'un enfant, tout simplement, parce qu'ils n'osent même pas demander à leurs parents ou grands-parents. Donc on suit des cours, des formations pour arriver à savoir un petit peu quoi faire. Je vais terminer avec cette citation du Talmud. « Pas d'homme sans femme, et pas de femme sans homme, et point d'union entre les deux sans la présence divine. » Voilà, je vous remercie pour votre attention.